be taught how to fight. Il est inadmissible de voir ce qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle. Parlons des dirigeants africains. Moi, je parlerai plutôt des maîtres. Quand il y a Charles Hebdo, ils viennent parce qu'en réalité, ils se voient pas comme des noirs. Ils sont comme des blancs. Ils ont tenté de devenir des leaders, ont été éliminés. Aussitôt, nous avons Patrice, nous avons Lumumba, nous avons Sankara, nous avons Kwame Nkrumah. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur de prendre ça. C'est choquant. Mais de notre côté, on doit la prendre comme une grande opportunité de nous réveiller une fois pour toutes, avant qu'il soit trop tard. On dit assis sur une chaise d'or, il doit prendre conscience de ce qu'elle est, de ce que l'Afrique représente. Nous avons l'obligation morale, intellectuelle et spirituelle par rapport à nos ancêtres d'épouser nous. Donc, j'invite à nos frères de rester sur le territoire, plutôt de nous demander à nous les contraires, pas les contraires. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Let's Talk. Je suis Patricia Dessombi, la présentatrice de l'émission Let's Talk. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, car nous avons été très indignés de voir ce qui se passe en Libye, la vente d'esclaves africains noirs. Il est inadmissible de voir ce qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle. Nos frères et sœurs africains vendus comme des pains au marché, battus, violentés, violés. Aujourd'hui au XXIe siècle, c'est inadmissible. C'est pour cela que nous sommes venus dénoncer ces actes inhumains. Nous sommes venus parler de ces choses qui choquent le monde entier aujourd'hui. Alors sur mon plateau, j'ai avec moi mon frère Kinkela Wamazulu. C'est un penseur philosophe noir et coordinateur du mouvement Banakongo. Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Merci à vous pour l'invitation sur la plateforme de Let's Talk. Alors, Monsieur Kikela, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui nous touche très profondément. Nous sommes touchés et indignés en tant qu'Africains et Noirs. Alors, nous voyons ces phénomènes en Libye, la vente d'esclaves africains noirs. Personne n'en parlait avant. C'est un phénomène qui date de longtemps, c'est un phénomène qui n'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi il y a eu ces silences? Pourquoi les Africains n'ont pas parlé de cela? Parce que beaucoup ont vécu cela. Et on a entendu que la CNN, la chaîne américaine, puisse parler, puisse nous booster un peu afin que tout le monde maintenant puisse s'intéresser à cela. Et pourquoi ces silences? Pourquoi maintenant? Pourquoi on en parle maintenant? Oui, merci, Maman Patricia. La question est importante du point de vue philosophique aussi, parce que ce phénomène, comme vous avez dit, a toujours été présent. Depuis les razzias commencées par les Arabes en moins 647, à l'arrivée des Occidentaux sur les côtes de l'Afrique autour de 1100, en fait, c'est quelque chose qui a toujours été là. Mais aujourd'hui, l'opinion noire, ou disons, l'opinion noire n'existe pas du tout. Il n'y a pas cette conscience noire qui fait qu'on puisse, d'une certaine manière, répondre ensemble. Vous savez, pendant les années 80, il y avait une tentative de guerre, une possibilité de guerre entre le Sénégal et, je crois, un pays arabe. Okay? Le président sénégalais s'est retiré. Quand on lui a posé la question de savoir, il a répondu, écoute, quand tu es en conflit avec un pays arabe, eh bien, tu es en conflit avec le monde arabe. Mais on ne peut pas dire le cas avec le monde noir. Il y a cette division-là, cette non-conception des lettres noires qui fait qu'on reste aujourd'hui manipulé. Eh bien, il y a la scène qui arrive qui parle de l'esclavage. On fait des vidéos, tout le monde en parle, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est depuis que
durant même les pouvoirs du président Kadhafi, quand l'Italie, avec les premiers ministres Berlusconi, avait signé des accords pour protéger l'Italie contre l'immigration. C'est déjà depuis cette époque qu'on prenait les Noirs, qu'on allait complètement les abandonner au désert, ils mouraient tous comme ça. C'est un problème qui a été toujours présent, mais aujourd'hui, il y a un boom, comme pour Black Lives Matter. C'est devenu un phénomène. La question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est celui de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces phénomènes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer. Mais analysons les phénomènes en soi. La traite des Noirs. Les Noirs est vendu comme un objet. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Okay? C'est arrivé pendant la traite négrière, la fameuse traite négrière. Elle a été précédée par l'invasion barbarique arabe. Okay. Mais les Arabes qui ont commencé l'esclavagisme, c'est que l'histoire ne dit pas, c'est que l'histoire ne témoigne pas, et qui l'ont fait sous commission occidentale. En fait, c'est le monde occidental tout entier qui s'était acharné contre l'Afrique. Et c'est une guerre qui a duré 600 ans jusqu'à ce que les grands royaumes tombent complètement. Il y a 600 ans où on a attaqué, continué à attaquer, et chaque fois, c'était avec des armes beaucoup plus sophistiquées. Il y a cette résistance. Vous voyez, par exemple, les résistances des peuples Ashanti, qui a une brillante résistance. Mais vous vous battez avec les Portugais aujourd'hui, qui viennent avec des fusils à mouchettes. Et puis, demain après, ils vont venir avec des canons, et puis les canons encore plus sophistiqués. Jusqu'à l'effondrement. Il y a eu un travail bien coordonné entre l'Occident, le monde occidental et le monde arabe. C'est la même chose qu'on voit aujourd'hui. En fait, le monde occidental tourne la face de l'autre côté. Toute personne ne veut en parler. L'ONU n'en parlait pas. Il n'y a pas très longtemps, on disait, écoute, la communauté internationale semblait très branchée sur ce qui s'est passé au Congo. Il fallait résoudre ceci, il fallait résoudre ceci. Mais aujourd'hui, ces mêmes peuples qui voulaient défendre sont vendus comme des esclaves, personne ne dit un mot. En réalité, c'est un travail d'ensemble qu'ils sont en train de faire. L'objectif est aujourd'hui, c'est lui d'éliminer les Bantous au 85%, réduire la masse Bantou. En fait, qu'est-ce qu'on a? On a les Nilotiques qui occupent l'Égypte, les Tutsis qui occupent l'Égypte, qui sont en train de se diriger, qui sont déjà en pleine administration angolaise et qui sont en train de s'infiltrer déjà dans l'administration zimbabwéenne. En fait, nous allons nous retrouver devant la même scène qu'il y avait au XVIe siècle, entourés au nord par les Arabes et dans toute la partie de l'Afrique d'ici, de l'Afrique, disons, continentale, par les Nilotiques. C'est la situation. Nous devons réaliser que nous sommes en train d'ouvrir les yeux un peu tard. Mais c'est, comme on dit, c'est mieux tard que jamais. C'est une situation qui a toujours été présente. Mais comme nous avons été éduqués sous l'insigne colonial, nous avons été comme des chevaux à qui on a appliqué des pare-yeux. On ne pouvait voir que devant nous. Aujourd'hui, ces pare-yeux sont en train de s'enlever. Et il nous semble d'observer une situation complètement nouvelle. On est étonné, on est confus. Mais bien, nous devrions réaliser, ça a toujours été le cas. Il n'y a rien de nouveau. Ok, c'est un phénomène qui est ancien, ça a toujours été le cas, rien n'est nouveau dans ce que nous voyons. Hein. Et comment expliquer maintenant, on a des dirigeants africains. Nos dirigeants africains, ce sont comme nos garants. Donc, ils sont là pour nous garantir quand même une sécurité. Ils sont là pour parler à notre place. Ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Que font nos dirigeants africains? Pourquoi ces silences, on ne voit pas? Il y a eu le phénomène Charlie Hebdo, ouais. Et tout le monde a parlé. Les chefs d'État africains, ils se sont levés, ils ont marché même, ils sont venus en France, et tout le monde était Charlie. Maintenant, ce qui concerne les propres fils de leur pays, ce qui concerne l'homme noir africain, mais on ne voit pas de réaction, ou on peut dire peu de réaction. Comment expliquer ça? Très simple et très puissant point d'analyse. En réalité, nous parlons des dirigeants africains. Moi, je parlerai plutôt des maîtres. Ils sont des maîtres, ce ne sont pas des dirigeants. Pour comprendre ce phénomène, nous allons retourner un peu avant la colonisation, pendant l'esclavage. Qu'est-ce qui s'était fait? Les Portugais arrivaient sur les côtes de l'Afrique et arrivaient jusqu'au Congo, prenaient des jeunes gens, des enfants qu'on emportait au Portugal, en Espagne, en Hollande, en Belgique.
être éduqués et ces enfants ont grandi comme des Blancs. Ils ont un mental complètement blanc. Ces enfants, une fois que l'Afrique tombe, la terre de nos ancêtres tombe, il y aura des gouverneurs blancs. Mais ces enfants vont être rapportés en Afrique en tant qu'Africains et ils vont commencer à travailler à côté de ces gouverneurs. C'est là on parle maintenant des émancipés. La classe des émancipés s'est créée. C'est-à-dire, ces émancipés, ce sont des gens qui ont la peau noire, mais et qui sont intérieurement blancs, formés complètement blancs. Et ça, c'est un part du problème. L'autre part est que les institutions que nous avons héritées de la colonisation, ce sont des institutions d'ordre colonial, c'est-à-dire qui avaient été conçues pour alimenter, c'est-à-dire pour utiliser les colonies et alimenter la métropole. C'est toute institution noire aujourd'hui datant de la colonisation obéit au même principe. Nous nous sommes longtemps bâtis avec Tshisekedi à République du Congo pour les questions sur l'article 1, 2, 3 de la Constitution. Mais cette Constitution, c'est une Constitution belge. Elle a été écrite pour servir les intérêts de la métropole. Et changer un article ne change pas la question. La destination change. Et nous arrivons au niveau des institutions. Les institutions sont coloniales. Et ces institutions, étant coloniales, sont très liées à leur domaine spirituel. Ici, nous avons affaire avec la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ainsi et d'autres. Okay, il y a aussi la Primacour qui s'introduit. Il y a la maçonnerie, il y a la maçonnerie des Wessop, il y a celui des rites corse, il y en a beaucoup. Alors, quand vous rentrez, vous êtes affilié à ces institutions, à un certain niveau, vous devez être initié, vous devez rejoindre les rangs, devenir fidèle. Et vous êtes soumis à une autorité spirituelle environnemental, c'est-à-dire hors de votre contexte disons, culturel auquel vous devez vous soumettre. Alors, ces maîtres spirituels appartiennent à d'autres États et en tant que tels ont une autorité sur eux. Nous avons affaire avec des gouvernements, des personnes qui agissent dans les entours d'une administration coloniale et qui sont même d'une certaine manière colonisés ou deviennent des colons, ils sont transformés de l'intérieur. Et donc, ils n'ont aucun intérêt pour les Noirs parce qu'ils ne sentent pas d'être Noirs. C'est comme ça, quand il y a Charlie Hebdo, ils viennent parce qu'en réalité, ils ne se voient pas comme des Noirs. Ils sont comme des Blancs. Ils sont là comme les prolongements du gouvernement colonial. Vous imaginez vous battre avec un Blanc Kinshasa, mais vous êtes perdu quand la police arrive. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une police, c'était une milice coloniale. Et comme milice coloniale, elle est là pour protéger les immigrés blancs et répresser la population noire. Et ça, c'est la situation de toute l'Afrique. Les peu de leaders qui pouvaient devenir des leaders, qui ont tenté de devenir des leaders, ont été éliminés aussitôt. Nous avons Patrice, nous avons Lumumba, nous avons Sankara, nous avons Kwame Nkrumah, et tous ces gens qui ont tenté ont été étudiés. Ce que nous avons aujourd'hui comme leaders ne sont pas, ce sont des maîtres, ce sont des colons. Et cela ne doit pas nous étonner. Nous devons plutôt réaliser, nous réveiller sur le fait que nous sommes seuls. Nous n'avons pas d'autorité. Si nous voulons, nous devons les créer. Mais l'autorité se crée par rapport au champ culturel. C'est le champ culturel qui définit. Regardez la Chine. Vous pouvez vous identifier les premiers ministres chinois. Non, allez chercher les ministres de l'Agriculture. Ce n'est pas une structure qui leur appartient. Ils ont une structure qui fonctionne par rapport à leur culture. Allez au Japon, ce n'est pas la même manière. Allez en Inde, c'est différent. Chacun a une structure qui sort de sa tradition. Et nous, pour pouvoir ériger des figures que nous pouvons définir comme des leaders noirs, ils doivent être encadrés et définis par rapport à la culture noire. Et c'est cette démarche que nous devons faire. Et je vais finir en disant que ce qui se passe aujourd'hui, c'est dur de prendre ça. C'est choquant. Mais de notre côté, on doit la prendre comme une grande opportunité de nous réveiller une fois pour toutes, avant qu'il soit trop tard. D'accord, si je comprends, vous venez de dire qu'on est toujours sous la colonisation. Que nos dirigeants, ils ne sont pas dépendants, ils dépendent des Occidentaux. Absolument. Ils reçoivent des ordres. Des injonctions. Ils ne peuvent rien faire. Non. Le problème, c'est laquelle? Il y a une définition entre être humain et personne. Être humain, c'est ton droit d'aimer. Quand tu es né, tu es un être humain. Mais une personne, c'est un statut juridique.
qu'on donne, on peut te la lever. Nous l'avons vu pendant l'esclavage. C'est-à-dire, l'homme noir n'arrête pas d'être un être humain. Il est toujours un être humain. Mais on lui enlève l'identité de la personne, c'est-à-dire la tutelle juridique. Et on peut l'utiliser comme n'importe quoi, mais en tant que tutelle juridique. Mais en tant qu'être, il reste toujours un être humain. On n'a jamais dit qu'il est devenu un être animal. C'est deux choses complètement différentes. Alors, nos dirigeants ont une tutelle juridique coloniale. Ils ne se définissent pas comme des Noirs. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ont les mains liées, ils ont été formés de cette manière. Nous avons ce problème de selon que l'on vit en cité ou en ville. Mais celui qui vit en ville, c'est un colon. C'est comme ça qu'il regarde avec dédain, avec dégoût. C'est lui qui vient de la cité parce que dans la cité, il vivait les Noirs. Et donc, celui qui habite en ville, du point de vue psychosomatique, c'est un blanc. Et les blancs ne veulent pas. Comme c'est un blanc intérieurement, il a une peau noire. Et l'homme noir devant lui, il rappelle qu'il est noir. Et il n'aime pas ça. Ça, c'est un problème. Ça dit, nous devons arrêter, nous devons faire cet effort de nous libérer du mental occidental, de fonctionner selon l'imposition coloniale, de se référer à des institutions, qui soient la police, les ministres, les présidents. Non, ces institutions n'existent pas en tant qu'institutions noires. Ce sont des institutions coloniales et ils sont là pour t'utiliser comme un objet au service des métropoles. Nous devons sortir de cet élément-là et si nous voulons créer des leaders, nous devons en créer. Mais les Kabila, les Sassou Nguesso, les Blaise Compaoré, les Mugabe, ce ne sont pas des leaders, ce sont des poupettes. Ils n'ont aucun pouvoir. Donc voilà, je comprends qu'on est l'homme noir est abandonné à lui-même, l'Africain est abandonné à lui-même, donc il doit se prendre en charge sur ce fait parce qu'on assiste là à un massacre vraiment de l'homme africain. On assiste à un crime contre l'humanité que les Occidentaux ne dénoncent vraiment pas. Et qu'est-ce qu'un homme noir peut faire? Qu'est-ce que l'homme noir peut faire, l'Africain peut faire pour sortir de cela, sortir de cette souffrance qu'il est en train de subir tous les jours? Et aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce que l'homme noir peut faire? Maman Patricia, l'homme noir a commencé à exister avant les autres, a précédé les autres races de 350 000 ans. C'est beaucoup. C'est-à-dire, du point de vue de la thermodynamique, c'est-à-dire quand on fait une étude par rapport à l'implantation du DNA, on va se rendre compte que l'information contenue dans ton DNA part du premier être qui existait sur Terre. C'est-à-dire, si l'on dit que les vins plus qu'il est vieux, il est bon, il prend de la valeur. Quand vous trouvez un morceau de cruche qui a été fait il y a 3000 ans, ça coûte cher, on les a vend aux enchères, ça coûte très cher. L'homme noir, dans son sang, coule les sangs les plus anciens, les plus antiques du monde, avec une avancée scientifique, littéraire, technologique de 350 000 ans sur tout le monde. Tous ceux qui sont venus après se sont ressourcés en Afrique. L'Occident, qui sont aujourd'hui venus des Caucases, des montagnes des Caucases, c'est comme ça on dit, on parle des Caucasiques, ok, c'est du peuple nomade qui ont voyagé toutes les civilisations et jusqu'à arriver en Égypte antique. C'est là qu'ils sont poussés à la rencontre. Les connaissances scientifiques, archéologiques, astronomiques ont été données aux Occidentaux par les Arabes, ou les Arabes les ont poussés en Afrique. Le problème aujourd'hui, c'est que l'homme noir est laissé parce qu'il a perdu une mission civilisatrice. Il ne sait plus là où il allait. C'est comme si on est en train de construire une maison et puis sans plan. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire. L'homme noir n'a pas beaucoup à faire. Il n'a pas à voyager comme l'ont fait les Occidentaux pour revenir en Afrique et trouver à manger. Okay? Ils n'ont pas à quitter les déserts comme l'ont fait les Arabes. Tout ce que l'homme noir doit faire, c'est se révaloriser. L'homme noir doit se poser une question qui il est. Et il ne doit appliquer aucune mesure étrangère pour s'autodéfinir. Il ne doit pas utiliser des documents venus de l'étranger pour s'autodéfinir, puisqu'il est antique à tout ça. Il est antique à tout ça. Il ne peut utiliser rien qui vienne de l'Occident et de l'Orient ou de l'Asie. Mais cependant, l'homme noir doit se définir et trouver sa propre utilité. C'est seulement en ces moments-là qu'on pourra sortir. Il y a une loi cosmique qu'on appelle la loi de l'attraction, qui dit que l'on s'attire ce qu'on pense, ce que l'on est. Quand on vit dans les désordres, en fait, tout ce qui va passer dans sa vie, c'est désordonné. Quand on regarde la situation des Noirs aujourd'hui, on peut voir
on participe, nous aussi, à cette situation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait? Par comment l'on pense, par ce que l'on est, par comment l'on se structure. Et tout ça, c'est un point de réflexion puissante que nous devons nous faire. Qui nous sommes? Qui nous sommes? Puisque les théories occidentales ne nous intéressent pas. Okay? Ce sont des théories des 20 000 ans, des 20 millions d'années. Nous, on est là depuis 350 millions d'années. Nous devons répondre à cela, nous devons nous donner de la valeur. Et cela doit se faire à travers une reculturisation. Pourquoi nos frères se jettent aujourd'hui dans l'océan Atlantique pour venir en Occident? Comment avons-nous réfléchi que l'Occident est une terre aride sur laquelle rien ne pousse? Non, nous ne réfléchissons pas. Mais pourquoi sommes-nous venus alors? C'est par enchantement. Un ami à moi dit toujours, les siècles passés, nous venons ici enchaîner. Ok, non? Aujourd'hui, nous venons seuls à notre propre coup. Et nous venons faire le même travail. Qu'est-ce que nous faisons ici? La plupart des gens ici font les travaux qu'ils faisaient pendant l'esclavage, qu'on faisait pendant l'esclavage. Quand vous allez dans les prisons britanniques, c'est plein de noirs. En France, c'est plein de noirs. Aux États-Unis, c'est plein de noirs. Et vous allez apprendre que dans les prisons, aujourd'hui, les sociétés privées, comme Adidas, Reebok, louent les prisonniers pour manufacturer leurs produits. Mais les prisonniers les font de manière gratuitement. Voulez-vous faire une différence entre ces esclavages? Aucune. Quand vous arrivez en Europe aujourd'hui, vous êtes sans documents, sans papier. Vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas étudier. Vous voulez faire une différence entre ça et l'apartheid? Non, c'est la même chose. Alors, ça, c'est ce que font les autres. L'homme noir, il fait quoi? C'est le point de départ. Nous devons répondre à cette question-là. Mais quand on voit l'homme noir qui participe à la destruction de son frère, qui participe aussi à la vente d'esclaves en Libye, comment expliquez-vous cela? Parce qu'il y a la corruption, en fait, on voit que c'est son frère qui l'a vendu. On a entendu les témoignages, mais ce sont nos frères qui nous vendent, en fait. Les Libyens ne viennent pas dans nos pays pour nous prendre, mais ce sont nos frères qui sont en collaboration avec ces hommes-là. Et voilà, en fait, la vente se fait comme ça, mais avec la collaboration aussi de l'homme, de l'Africain. Absolument, ça c'est quelque chose qui est très présent. Nous avons connu Tipo Tipo, les grands marchands d'esclaves noirs, Et j'aimerais ici dire quelque chose qui va peut-être légèrement toucher. Ok? Dans ce que nous appelons culture ou coutume africaine aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites quand on marie une fille? On la vend, d'autant plus qu'on demande une facture. La facture, c'est quand il y a une transaction économique. La dot signifie don. Ok, non? C'est-à-dire, dans l'Antiquité africaine noire, quand une femme s'est mariée, ses parents rassemblaient des biens qu'on appelait dons. C'est ça la dot, ce qu'on donne à l'enfant pour aller commencer sa vie. Ok, non? Ça n'a rien à voir avec la facture. La facture, c'est une transaction commerciale. Vous êtes bien sûr. Et on vend. Et cette attitude est rentrée pendant la colonisation. Vous savez pourquoi? Durant l'esclavage, il était très difficile de déplacer des personnes jusqu'à l'Europe, ça coûtait beaucoup. Alors, beaucoup de Blancs installés dans la côte, ils se sont plongés dans l'activité d'élever des esclaves. On prenait des femmes, ok, on arrêtait des femmes, on achetait des femmes. Il y avait d'autres esclaves qui avaient des hommes, et les hommes venaient féconder les femmes à tour. De cette habitude que les Noirs se sont restés aujourd'hui de courir après une femme et une autre. Ils l'ont pris durant cette époque-là. Ils fécondaient les femmes à tour, et aussi on l'appelait les mandingos de l'époque. Et ces femmes enfantaient des enfants, ok, et les enfants étaient revendus. Alors, une femme, quand elle n'a pas encore donné d'enfants, les premiers enfants qui naissent sont très forts physiquement. C'est comme ça d'où on a la culture que les filles n'ont pas de valeur. Il faut seulement les garçons, parce que ce sont les garçons qui travaillent plus. Et d'où on a obtenu encore la culture de la virginité au mariage. Parce qu'une fille qui avait déjà donné naissance à des enfants qui étaient moins forts. Donc l'esclave femme, quand il était vendu, il devait être vendu vierge pour une valeur économique très élevée. C'est ce que nous pratiquons aujourd'hui. Et nous allons rapidement, parce que nous chutons déjà, pensez-vous, le fait de dénoncer aujourd'hui ces phénomènes, le fait de parler, de manifester, pourrait changer quelque chose dans la vie de ceux-là qui sont
actuellement en prison parce que nous parlons, mais nos frères sont encore emprisonnés, nos frères sont esclaves aujourd'hui en Libye. Est-ce que cela pourrait changer quelque chose dans leur situation actuelle? Dans leur situation actuelle, pas beaucoup, mais pour les futurs, si. Parce que je vous rappelle ici que les Noirs ont été esclaves depuis toujours. OK? Ce sont des situations que nous voyons aujourd'hui, mais ils ont été là pendant très longtemps. Je pense plutôt que ces réveils qui est là, ces semblants de réveils Mm. qui a alimenté un feu, qui a allumé un feu, nous devons maintenir ce feu constant pour qu'à la fin, nous nous réveillons complètement. Il est très important que ce que nous commençons ne s'arrête pas jusqu'à ce que nous nous libérions complètement. Et après, nous allons transformer cela, par exemple, en une mission de reconstruction du monde noir. Mais ici, il s'agit du réveil et de la libération. Il est important de maintenir ces feux ardents et brûlants. Okay. Bien que nous parlons, nous dénonçons, et il y a encore nos frères qui veulent venir, il y a encore nos frères qui veulent s'élancer dans cet avenir, il y a encore dans cette aventure, pardon, il y a encore nos frères qui sont là, qui se préparent à venir encore traverser la mer, à venir encore traverser le désert. Qu'est-ce que tu peux dire à ce frère qui veut venir? À nos frères, malheureusement, l'histoire nous apprend qu'il y a, dans l'histoire de l'Afrique, il y a des formes d'histoire. Il y a une histoire pour les Noirs et une histoire pour les Blancs. Dans l'histoire pour les Noirs, on ne nous dit rien. Dans l'histoire pour les Blancs, on vous dit noir sur blanc que l'Afrique est un paradis. Les explorateurs blancs qui débouchent en Afrique, les premiers aux alentours des 1300, quand ils sillonnent le Congo, ils étaient morts de joie. Ils étaient fous de joie parce qu'ils n'avaient jamais vu un paradis comme tel. C'était pour eux quelque chose de merveilleux. C'est tout ce qu'à l'homme noir, on n'a pas appris. Nous sommes ici du continent le plus riche, le plus merveilleux. L'Afrique, c'est un paradis. Mais l'Africain, aujourd'hui, qui est un produit de l'esclavage, de la colonisation, n'est pas au courant de ça. Ils m'ont dit, assis sur une chaise d'or, il doit prendre conscience de ce qu'elle est, de ce que l'Afrique représente, et savoir que les mondes occidentaux, si aujourd'hui l'Occident existe, c'est parce que l'Afrique existe. Si l'Occident est ce qu'il est, c'est parce qu'ils ont puisé en Afrique. Et nous sommes déjà là. Nous avons l'obligation morale, intellectuelle et spirituelle par rapport à nos ancêtres de puiser directement. Donc, j'invite à nos frères de rester sur le territoire plutôt de nous demander à nous de rentrer, pas le contraire. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kinkala. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Let's Talk. Nous continuons avec nos émissions et pour suivre cette émission, allez-y sur la page Facebook Let's Talk et là, vous pourrez suivre toutes les émissions de Let's Talk. Nous aurons les numéros qui vont s'afficher sur l'écran. C'est le numéro de contact. Vous pouvez nous contacter à ces numéros. Et nos émissions passeront chaque semaine. Nous sommes là, ouverts à tous. Venez avec vos sujets. Nous allons débattre, nous allons parler, nous allons discuter. Venez avec vos promotions de produits. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour la communauté africaine, la communauté vraiment qui est ici en Scotland. Et nous sommes là aussi pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Et Monsieur Kikela, vous allez dire un mot. C'est que nous n'avons pas dit. Vous allez le dire et sur ce, nous allons conclure notre émission. Un mot de la fin, et j'invite tous les Noirs à reconsidérer, à prendre la culture noire, parce que la culture noire, et ce que tu es. La culture, c'est ce qui te définit, parce qu'il t'explique comment tu fonctionnes, comment tu as fonctionné et comment tu peux te développer. Le développement, il passe par la culture. L'intellect ou l'intellectualisme passe à travers la culture. On ne peut pas se définir intellectuel parce que l'on parle français, mais la culture te donne l'intellect. C'est ce qui est pour moi. Donc j'invite les Noirs dans cette démarche de renaissance, de réveil des consciences, d'éveil des consciences, de se recentrer dans la culture noire. La culture noire est plus de 350 millions d'années et là, c'est la culture la plus riche, la plus immense et la plus belle qui puisse exister parce qu'elle est la toute première. Je vous remercie. Je remercie l'équipe Let's Talk. Derrière la caméra, c'était Armani Meyango. Merci à vous. Merci la dame de fer Rita Bessombi, Volcan Papi. Merci à toute la famille. À bientôt.